Les sirènes perçantes de l'ambulance ont brisé le silence avant l'aube au-dessus des Pacific Palisades. Les mains tremblantes de Sarah Thompson tenaient fermement son téléphone, affichant l'alerte d'évacuation qui allait tout changer. Évacuation immédiate requise, le feu s'approchait par la fenêtre de sa chambre. La lueur orange menaçante peignait des ombres apocalyptiques sur son sanctuaire suburbain vieux de 30 ans. Max. Max. Sa voix s'est brisée alors qu'elle appelait son Golden Retriever. Le bruit tonitruant des hélicoptères qui approchaient a couvert ses cris désespérés. Quelque part dans l'obscurité de son jardin, Max avait toujours trouvé la paix parmi ses roses prisées, mais maintenant, avec les murs de flammes qui illuminaient l'horizon, ce sanctuaire était devenu un piège mortel. Le temps pressait. Le choix qui se présentait à elle était impossible, rester à la recherche de Max, risquant leur vie à tous les deux, ou suivre les ordres d'évacuation qui retentissaient sur chaque chaîne d'urgence. Alors que la fumée commençait à s'infiltrer sous sa porte, Sarah a pris une décision qui la hantrait à chaque instant de sa vie. Elle est partie en priant pour que les instincts de Max le guident vers la sécurité. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir à ce moment-là, c'est que ce choix déchirant mettrait en mouvement une série d'événements qui non seulement mettraient à l'épreuve les liens entre les humains et leurs animaux de compagnie bien-aimés, mais révéleraient également les profondeurs extraordinaires de la loyauté animale et de la compassion humaine d'une manière qui laisserait toute la communauté à jamais changer. N'hésitez pas à aimer et à partager vos réflexions dans les commentaires, ainsi que la ville que vous regardez. Continuons maintenant l'histoire. Les Pacific Palisades ont toujours été plus qu'une simple banlieue qu'au sud de Los Angeles. Nichée entre les monts Santa Monica et l'océan Pacifique, c'était une communauté soudée où les voisins connaissaient les histoires, les luttes et les animaux de compagnie de chacun par leur nom. Avant l'incendie, la vie quotidienne se déroulait à un rythme plus doux, en particulier pour ces résidents vieillissants qui avaient choisi ce havre de paix pour leurs années de retraite. Sarah Thompson, une enseignante d'anglais à la retraite de 62 ans, avait fait de sa maison de style victorien sur Ocean View Drive un sanctuaire après avoir perdu son mari James il y a 3 ans. Max, son Golden Retriever de 8 ans, est devenu sa raison de se réveiller chaque matin. Ensemble, ils étaient des habitués du parc à chiens local où Sarah corrigeait des copies pendant que Max jouait avec ses amis à 4 pattes. Son jardin, en particulier ses roses primées, attirait des admirateurs de toute la communauté. Robert Anderson, 71 ans, vivait à 3 maisons de là. Le visage buriné de l'ancien chef des pompiers portait les souvenirs d'innombrables incendies, mais aucun ne l'avait préparé à ce qui allait arriver. Sa berger allemand, Luna, un chien de recherche et de sauvetage à la retraite, maintenait toujours son régime d'entraînement, un fait qui s'avérerait providentiel dans les jours à venir. Les routines quotidiennes de Robert comprenaient des promenades matinales avec Luna et un café l'après-midi au café d'Emily. Emily Parker, 68 ans, était le cœur officieux de la communauté. Son petit café, l'Emily S Place, servait de lieu de rencontre du quartier, où les gens et les animaux de compagnie étaient toujours les bienvenus. Ses 2 chats, Cathy et Mittens, étaient les mascottes du café, souvent aperçus en train de se prélasser dans la fenêtre avant. La capacité naturelle d'Emily à rassembler les gens avait fait d'elle le chef de facto de la communauté, organisant tout, des fêtes de fin d'année aux réunions de préparation aux situations d'urgence. Le docteur James Wilson, le vétérinaire local, avait servi les animaux de compagnie des Palisades pendant plus de 20 ans. À 55 ans, il était plus jeune que de nombreux résidents, mais on lui faisait implicitement confiance avec leurs animaux bien-aimés. Sa clinique, une maison Craftsman transformée sur Sunset Boulevard, était connue pour ses soins compatissants et ses services d'urgence. Ce que personne ne savait, c'est que le docteur Wilson se préparait discrètement à un scénario de catastrophe, bien que même lui n'aurait pas pu anticiper l'ampleur de ce qui allait se dérouler. Ces vies, entrelacées par le choix et les circonstances, allaient faire face à leur plus grand test. Les routines paisibles des promenades de chiens, des visites au café et des concours de jardinage sembleraient bientôt des souvenirs lointains à l'approche de l'incendie des Palisades, menaçant de détruire non seulement des maisons, mais aussi les liens mêmes qui maintenaient leur communauté unie. Ensemble, le matin du 15 mai a commencé comme tous les autres aux Pacific Palisades. Sarah Thompson s'occupait de ses roses, le soleil du matin projetant de longues ombres sur son jardin. Max se prélassait à proximité, son pelage doré brillant, alors qu'il somnolait à son endroit préféré sous le chêne. L'air contenait une immobilité inhabituelle, portant avec lui le plus léger parfum de fumée que Sarah a initialement rejeté comme le barbecue de quelqu'un. Chez Emily, la foule du matin s'est réunie pour son café et sa conversation habituelle. Emily Parker partageait des scones fraîchement cuits, tandis que Cathy et Mittens exécutaient leur rituel quotidien de se faufiler entre les jambes des clients.
Le docteur Wilson était assis à sa table d'angle habituelle à examiner les dossiers des patients tout en gardant un œil sur le téléviseur monté au-dessus du comptoir. C'est son inspiration soudaine qui a d'abord attiré l'attention sur l'alerte d'information de dernière minute, feu de broussailles signalé près du parc d'État de Tapanga. L'annonceur a annoncé sa tonalité en portant une pointe d'urgence qui a fait taire le café. Les responsables de l'incendie signalent une propagation rapide en raison de conditions de vent inhabituelles. Les décennies d'expérience de Robert Anderson en matière de lutte contre les incendies ont immédiatement déclenché des alarmes internes. Le vent avait changé, apportant avec lui un courant chaud et sec de l'Est, des conditions parfaites pour un feu de forêt. Il s'est tenu à la fenêtre du café, son visage buriné grave, alors qu'il regardait les palmiers se balancer avec une violence croissante. La première alerte officielle est arrivée à 10h47 du matin. Les téléphones portables dans tout le café ont vibré simultanément avec la notification d'urgence, feu de broussailles approchant les Pacific Palisades. Il est conseillé aux résidents de se préparer à une éventuelle évacuation. L'atmosphère matinale décontractée s'est instantanément évaporée, remplacée par une tension qui semblait crépiter comme de l'électricité statique. Le docteur Wilson a immédiatement commencé à appeler son personnel, mettant en œuvre les protocoles d'urgence qu'il avait développés mais qu'il ne s'attendait jamais à utiliser. En quelques minutes, sa clinique se mobilisait pour évacuer ses patients actuels. Sarah, entendant les alertes, s'est précipitée à l'intérieur pour rassembler les dossiers médicaux de Max, une trousse d'urgence, une préparation qu'elle avait effectuée à l'insistance de Robert il y a des mois. À midi, la situation s'était rapidement détériorée. Le ciel s'est transformé d'un bleu cristal en un sépia menaçant, épais de fumée qui a commencé à obstruer le soleil. Le vent, soufflant maintenant à des vitesses dangereuses, transportait des braises ardentes qui dansaient dans l'air comme des lucioles malveillantes. La température a grimpé sans merci, transformant la communauté côtière typiquement douce en un four. Robert, qui s'était précipité chez lui pour récupérer Luna, s'est retrouvé ramené à son ancien rôle. Son téléphone sonnait constamment avec des appels d'anciens collègues cherchant son expertise sur les zones, le terrain et les régimes de vent. Debout sur sa terrasse arrière, Luna attentive à ses côtés, il a regardé avec une crainte croissante la colonne de fumée se transformer en un nuage pyrocumulus massif, une vue qu'il n'avait vue que lors des pires incendies de sa carrière. Les premiers ordres d'évacuation sont arrivés à 14h13 pour les quartiers les plus proches de Tanga. L'exode a commencé immédiatement, créant un embouteillage sur les principales voies d'évacuation. Chez Emily, la propriétaire du café, habituellement composée, s'est efforcée de contenir sa panique alors qu'elle essayait de regrouper ses chats dans des paniers. Cathy, typiquement la plus coopérative, avait disparu dans les nombreux coins de l'immeuble. Sarah Thompson se tenait dans son jardin en regardant avec horreur les cendres commencer à pleuvoir sur ses roses bien-aimées. Max, sentant sa détresse, s'est appuyé contre sa jambe, gémissant doucement. Le ciel était devenu d'un orange noir apocalyptique et le rugissement des aéronefs de lutte contre les incendies au-dessus ajoutait au chaos croissant. Le feu s'est propagé à une vitesse sans précédent, défiant les prédictions et submergeant les premiers efforts de confinement. En fin d'après-midi, la crise avait dégénéré au-delà des pires craintes de quiconque. La communauté des Palisades, qui avait résisté à d'innombrables catastrophes au fil des ans, a affronté une force de la nature qui allait mettre à l'épreuve tous les liens, briser toutes les routines et modifier à jamais la vie de ses résidents humains et animaux. Personne n'aurait pu prédire que cette journée deviendrait connue non seulement pour sa destruction, mais aussi pour les histoires extraordinaires de survie, de sacrifices et de réunions qui émergeraient de ses cendres. Alors que le soleil se couchait derrière un mur de fumée, le véritable procès ne faisait que commencer. L'ordre d'évacuation obligatoire est arrivé par tous les canaux disponibles. À 15h47, les sirènes d'urgence ont retenti dans les Pacific Palisades alors que les véhicules de police se déplaçaient dans les rues, leur haut-parleur répétant l'avertissement terrible, il s'agit d'une évacuation obligatoire. Tous les résidents doivent partir immédiatement. Ce n'est pas un exercice. Sarah Thompson se tenait dans son couloir, paralysée par l'indécision. La laisse de Max pendait près de la porte, mais le chien terrorisé s'était retiré dans son espace sous son lit, refusant de sortir dehors. La fumée s'était épaissie au point où la maison de son voisin était à peine visible. Chaque minute qui passait apportait le bruit des moteurs de voitures qui démarraient, des portes qui claquaient et l'anxiété croissante d'une communauté en fuite. À la clinique vétérinaire, le docteur Wilson était confronté à une situation impossible. Avec 5 patients en soins intensifs et seulement 3 véhicules de transport, il a dû prendre des décisions immédiates concernant les priorités d'évacuation. Son personnel était déjà parti pour assurer la sécurité de leur propre famille, le laissant seul avec les animaux.
L'alimentation a vacillé de façon inquiétante alors qu'il s'efforçait de stabiliser un patient en voie de guérison pour le transport. La situation d'Emily Parker au café s'est avérée tout aussi déchirante. Cathy est restée cachée quelque part dans l'immeuble tandis que Mittens gémissait en détresse de son panier. Les clients réguliers du café, qui évacuaient maintenant eux-mêmes, se sont arrêtés brièvement pour aider à la recherche, mais l'épaississement de la fumée rendait la respiration de plus en plus difficile, et encore moins la conduite d'une recherche approfondie. La formation d'urgence de Robert Anderson s'est déclenchée alors qu'il se déplaçait dans son quartier, vérifiant les résidents âgés qui pourraient avoir besoin d'aide. Luna, toujours en mode travail, l'a aidé à alerter plusieurs voisins qui n'avaient pas entendu l'ordre d'évacuation à la télévision. L'ancien chef des pompiers savait qu'il manquait de temps. Le bruit de l'approche des incendies se faisait de plus en plus fort, un train de marchandises de destruction s'abattant sur leur communauté. L'agente de police Margaret Jenkins, récemment mutée à la division des palissades, a pris la difficile décision de commencer les évacuations forcées. Elle a rencontré une résistance de plusieurs résidents, dont Sarah Thompson, qui a refusé de partir sans leurs animaux de compagnie. La voix de la jeune officier s'est brisée d'émotion lorsqu'elle a expliqué que rester en arrière signifiait risquer non seulement leur propre vie, mais aussi celle des intervenants d'urgence qui devraient y retourner. Les voies d'évacuation se sont rapidement embouteillées. Les rues normalement paisibles des Pacific Palisades se sont transformées en une scène de chaos à peine contrôlée. Des voitures chargées de familles, d'animaux de compagnie et de biens précieux avançaient lentement dans la brume épaisse par les fenêtres des voitures. Les voisins ont vu leur communauté disparaître dans la fumée, beaucoup se voyant pour ce qu'ils craignaient être la dernière fois. Le temps s'est écoulé plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Le dernier avertissement d'évacuation est arrivé à 16h23, avec le personnel d'urgence qui allait maintenant porte à porte, marquant les maisons comme étant dégagées. L'avance du feu s'était accélérée au-delà de toutes les prévisions, poussée par des vents qui semblaient puiser leur force dans le chaos qu'ils créaient. Dans ces derniers instants, des décisions déchirantes ont été prises. Emily Parker a dû être physiquement guidée hors de son café par l'officier Jenkins, laissant Cathy derrière elle. Sarah Thompson, finalement, après avoir incité Max à sortir de sous le lit, a constaté que sa voiture ne démarrait pas, l'obligeant à partir à pied par la porte de son jardin. Le docteur Wilson, après s'être assuré que tous les patients critiques étaient évacués, n'a pas eu le temps de récupérer les dossiers ou l'équipement de la clinique. Alors que les derniers résidents fuyaient, la communauté qu'ils laissaient derrière eux ne ressemblait guère au quartier paisible de ce matin. Le ciel avait pris une nuance orange-noire d'un autre monde et l'air lui-même semblait pulser avec l'approche du feu. Dans l'exode, certains animaux de compagnie ont paniqué et se sont libérés de leurs propriétaires, disparaissant dans les rues enfumées. D'autres, déjà séparés de leur famille, ont affronté l'enfer qui approchait seul. Ce que personne ne pouvait savoir dans ces moments frénétiques, c'est que ces séparations conduiraient à certaines des histoires de survie et de réunion les plus extraordinaires que la communauté ait jamais connues. Dans les heures chaotiques qui ont suivi l'évacuation, chaque séparation a sculpté son propre récit tragique. Sarah Thompson a trébuché dans les rues remplies de fumée, les larmes traçant des sillons à travers les cendres sur son visage. Max s'était libéré de sa laisse près d'Ocean View Drive, disparaissant dans la brume apocalyptique avec un jappement terrifié qui entrait ses rêves. Ses appels pour lui ont été engloutis par le rugissement des flammes qui approchaient et les sirènes d'évacuation. Chez Emily, Cathy le chat s'était rendu invisible dans les vieux murs de l'immeuble. Le dernier aperçu d'Emily de son café montrait Mittens attaché dans son panier, mais l'absence de Cathy ressemblait à une blessure ouverte. L'officier Jenkins avait physiquement empêché Emily de courir à l'intérieur lorsqu'une braise ardente a atterri sur l'auvent en bois du café. « C'est une survivante », a assuré l'officier Jenkins, mais les mots semblaient creux face au poids de l'abandon. L'évacuation de la clinique vétérinaire par le docteur Wilson a révélé la profondeur des choix impossibles. Bien qu'il ait réussi à évacuer tous les patients en soins intensifs, la zone de pension de la clinique abritait encore 3 chiens et 2 chats dont les propriétaires étaient partis en dehors de la ville. Il avait ouvert tous les chenils, laissant de la nourriture et de l'eau éparpillés dans tout l'immeuble avant que la fumée toxique ne l'oblige à partir. Le bruit des aboiements l'a suivi jusqu'à sa voiture, une bande sonore de culpabilité qu'il ne pouvait pas secouer. Robert Anderson et Luna ont été confrontés à leur propre crise lors de leur vérification de quartier. Luna, normalement disciplinée et concentrée, s'est soudainement précipitée vers un son qu'elle seule pouvait entendre. Les appels de Robert pour elle ont disparu dans le vent alors qu'elle disparaissait entre 2 propriétés en feu. Ses pompiers, s'entraînant avec son cœur en tant que personnel d'urgence, l'ont forcée dans un véhicule d'évacuation. Les histoires de séparation se sont multipliées dans toute la communauté.
Madame Henderson de Palm Avenue a perdu la prise de la laisse de son terrier lorsqu'un transformateur a explosé à proximité. Les 3 chats de la famille Martinez se sont dispersés dans des directions différentes lorsque leur voiture n'a pas démarré et qu'ils ont dû évacuer à pied. Le promeneur de chiens local pris dans l'évacuation alors qu'il travaillait a été confronté à la tâche horrible d'appeler 5 familles pour leur dire que leurs animaux de compagnie étaient maintenant perdus dans le chaos, chaque histoire étant interconnectée avec les autres d'une manière que personne ne pouvait encore comprendre. À l'insu de Sarah, Max avait en fait suivi les aboiements de Luna, les 2 chiens se retrouvant dans la fumée, Cathy cachée dans les murs du café d'Emily, et allait bientôt être rejoint par d'autres chats du quartier à la recherche d'un refuge. Les animaux que le docteur Wilson avait été forcé de laisser derrière lui deviendraient cruciaux pour un réseau souterrain de survie qui prenait déjà forme. Le centre d'évacuation du lycée Santa Monica est devenu un catalogue de pertes. Des résidents en larmes ont enregistré leurs animaux de compagnie disparus auprès de bénévoles de plus en plus dépassés. Des photos ont été épinglées sur des tableaux d'affichage, chacune représentant une connexion brisée. La photo de Max par Sarah Thompson, prise ce matin-là dans son jardin, était affichée à côté de la photo de Luna par Robert, les mains tremblantes d'Emily affichant la photo de Cathy, tandis que le docteur Wilson documentait méthodiquement chaque animal laissé à sa clinique. Alors que la nuit tombait sur les palissades évacuées, le feu a couronné les cimes des arbres de la communauté, mais dans l'ombre et les espaces entre les flammes, des actes extraordinaires d'instinct animal et de survie se déroulaient déjà. Les animaux de compagnie des Pacific Palisades, séparés de leurs humains par les circonstances de la fureur de la nature, allaient démontrer une résilience et une intelligence qui étonneraient même ceux qui les connaissaient le mieux. La véritable histoire ne faisait que commencer. La première lueur de l'aube du 16 mai a révélé un paysage transformé, les Pacific Palisades, autrefois une communauté côtière pittoresque, ressemblait maintenant à une zone de guerre. Les équipes de pompiers ont travaillé sans relâche pendant la nuit, leurs visages épuisés striés de sueur alors qu'ils se battaient pour établir des lignes de confinement. La séance d'information du matin au centre de commandement d'urgence a apporté la première nouvelle prometteuse, les vents avaient commencé à changer, repoussant le feu vers des zones déjà brûlées. Le chef des pompiers Michael Reeves, un vétéran de 30 ans, a organisé les premières opérations de recherche et de sauvetage. Ses priorités étaient claires, d'abord, s'assurer qu'aucun résident ne restait dans la zone d'évacuation. Deuxièmement, documenter les dommages structurels. Et troisièmement, entamer le processus de recherche des animaux piégés ou blessés. Robert Anderson, malgré sa propre perte, a immédiatement offert son expertise, fournissant des cartes détaillées de la disposition de la communauté et des points de refuge potentiels pour les animaux. Le docteur Wilson est arrivé au centre de commandement à 6 heures du matin, armé de dossiers médicaux et de fournitures d'urgence sauvées de sa clinique. Il a établi une station vétérinaire de fortune dans le parking du centre d'évacuation, se préparant à ce qu'il savait être un afflux d'animaux blessés. Ses années d'expérience lui ont dit que les animaux de compagnie émergeraient de leur cachette à mesure que la fumée se dissiperait, dont beaucoup nécessiteraient des soins médicaux immédiats. Les premières équipes de sauvetage sont entrées dans la zone d'impact à 7h30 du matin. La scène qu'ils ont rencontrée était déchirante mais pleine d'espoir. Alors que de nombreuses structures étaient endommagées ou détruites, des poches de la communauté sont restées intactes, créant des zones de survie potentielles. L'officier Jenkins, travaillant avec les équipes de sauvetage, a documenté les signes d'activité animale, empreintes de pattes dans les cendres, bols de nourriture perturbés et marques de griffures sur les portes. Sarah Thompson, qui avait à peine dormi, a rejoint le nombre croissant de résidents qui se rassemblaient à la station de récupération des animaux de compagnie du centre de commandement. Elle tenait fermement le jouet préféré de Max, son tissu bleu vif, maintenant gris de cendre, tout en fournissant des descriptions détaillées aux coordonnateurs bénévoles. Le tableau d'affichage des animaux de compagnie disparus avait grandi du jour au lendemain, couvrant maintenant un mur entier du centre d'évacuation. Emily Parker a canalisé son anxiété en action, transformant un coin du centre d'évacuation en un réseau de soutien aux animaux de compagnie improvisés. Ses compétences organisationnelles se sont révélées inestimables alors qu'elle créait un système de grilles détaillées de la communauté, cartographiant chaque observation d'animal de compagnie signalé et établissant des schémas de recherche. Le premier succès de la matinée est venu à 9h45 lorsqu'une équipe de sauvetage a trouvé 3 chats se protégeant dans un garage partiellement endommagé. Aucun n'était Cathy, mais la nouvelle a suscité l'espoir parmi les propriétaires d'animaux de compagnie en attente. La percée la plus significative est venue d'une source inattendue. L'expérience de Robert Anderson avec les opérations de recherche et de sauvetage l'a amené à proposer l'utilisation du vaste réseau de caméras de sécurité de la communauté. Bien que de nombreuses caméras aient été endommagées,
certaines avaient capturé des séquences cruciales d'animaux dans les heures précédentes et pendant l'évacuation. Ces miettes numériques ont fourni les premiers indices réels sur l'endroit où de nombreux animaux de compagnie auraient pu fuir. À midi, les premières équipes de recherche coordonnées ont été déployées, chacune étant équipée de cartes détaillées, de photos d'animaux de compagnie et de fournitures médicales d'urgence. Le docteur Wilson les avait formés au premier secours de base pour les animaux, soulignant l'importance d'approcher avec prudence les animaux blessés ou effrayés. Les équipes ont travaillé méthodiquement, documentant chaque signe de présence animale dans des zones de marquage pour des recherches plus détaillées. La réaction de la communauté a reflété à la fois son désespoir et son unité. Les résidents qui ne s'étaient jamais parlé au-delà des salutations occasionnelles ont maintenant travaillé côte à côte, partageant des ressources et des informations. Les entreprises locales qui avaient été épargnées par le feu ont ouvert leurs portes pour soutenir les efforts de recherche, fournissant des réserves d'eau et des aires de repos pour les équipes de recherche. Alors que le premier jour de recherche organisé touchait à sa fin, les statistiques étaient accablantes. Sur les 157 animaux de compagnie disparus signalés, seuls 5 avaient été retrouvés. Pourtant, sous le poids de ces chiffres, des schémas émergeaient qui s'avéreraient cruciaux dans les jours à venir. À l'insu des chercheurs, leurs efforts étaient sur le point de croiser un extraordinaire réseau de survie qui s'était formé au lendemain de l'incendie. Alors que le deuxième jour se levait, Emily Parker a transformé la salle communautaire du centre d'évacuation en un centre de commandement sophistiqué pour les opérations de sauvetage d'animaux de compagnie. Ces années d'organisation d'événements communautaires se sont révélées inestimables, car elle a établi des protocoles clairs et des canaux de communication. Les murs autrefois recouverts d'œuvres d'art d'enfants affichaient désormais des cartes de grille, des calendriers de recherche et des rapports de situation continuellement mis à jour. La réponse de la communauté a démontré une organisation et une détermination remarquables. L'entrepreneur technologique local Thomas Bennett a offert la salle de conférence de son entreprise comme centre d'opération secondaire, avec des ordinateurs et du matériel de communication. La bibliothécaire à la retraite Margaret Wells a créé une base de données détaillée des animaux de compagnie disparus, comprenant des photographies, des derniers emplacements connus et des comportements distinctifs qui pourraient aider à l'identification. Sarah Thompson, canalisant ses années d'expérience en enseignement, a développé un programme de formation pour les chercheurs bénévoles. Son programme d'études comprenait la psychologie animale de base, les protocoles de sécurité et les procédures de communication. Chaque matin, de nouveaux bénévoles se rassemblaient dans le parking du centre pour son cours intensif sur les opérations de sauvetage d'animaux de compagnie. « Rappelez-vous, dirait-elle à chaque groupe, sa voix stable, malgré sa propre douleur. Chaque animal de compagnie dehors, il y a quelqu'un. » Monsieur le docteur Wilson a mis en place un réseau de postes vétérinaires temporaires dans les zones sûres, chacun étant équipé de fournitures médicales de base et doté de techniciens vétérinaires bénévoles des communautés voisines. Ces stations servaient à deux fins, fournissant des soins immédiats aux animaux récupérés et créant des endroits connus où les animaux de compagnie perdus pourraient naturellement se rassembler à la recherche de nourriture et d'eau. L'expertise de Robert Anderson a façonné la méthodologie de recherche. Il a divisé la communauté en cadrans, en affectant des équipes en fonction du terrain, de la difficulté et des dangers potentiels. Son expérience lui a appris que les animaux de compagnie suivaient souvent des schémas prévisibles en cas de catastrophe, recherchant des chemins familiers et des sources de nourriture connues. Cette perspicacité a conduit à la création de cartes de suivi des animaux de compagnie qui ont superposé les itinéraires de marche réguliers aux données de surveillance post-incendie. La structure organisationnelle a fait face à son premier grand test lorsque des conflits ont éclaté au sujet de la répartition des ressources. Certains résidents ont plaidé pour concentrer les efforts dans les zones où se trouvait le plus grand nombre d'animaux de compagnie disparus, tandis que d'autres ont insisté pour une couverture égale dans tous les quartiers. Emily Parker a arbitré ces différends avec une diplomatie remarquable, mettant en œuvre un schéma de recherche rotatif qui équilibrait les deux approches. Les entreprises locales ont participé à l'effort de manière coordonnée. Le Palisade Market a fourni de la nourriture et de l'eau aux équipes de recherche, tandis que la quincaillerie a fait don de lampes de poche et d'équipements de sécurité. Même l'imprimerie locale a travaillé toute la nuit pour produire des cartes de grille de recherche détaillées et des affiches d'animaux de compagnie disparus. Le développement le plus novateur est venu des adolescents de la communauté, qui ont créé un système de reporting numérique utilisant leur expertise des médias sociaux. Dirigés par Jennifer Adams, étudiante au secondaire, ils ont établi un réseau de localisation d'animaux de compagnie en temps réel qui est rapidement devenu crucial pour les efforts de recherche. Leurs compétences technologiques ont complété les méthodes de recherche traditionnelles, comblant le fossé entre les différentes générations de bénévoles. Le soir,
l'organisation de la communauté a été reconnue par les responsables des interventions d'urgence. Le chef des pompiers Reeves a commenté que l'opération de sauvetage était l'un des efforts civils les mieux organisés qu'il ait vu de sa carrière. Cette louange, cependant, était tempérée par la réalité poignante que les taux de réussite restaient faibles. À la tombée de la nuit, Emily Parker a dirigé la séance d'information quotidienne, sa voix calme masquant son propre souci pour Cathy. Les statistiques de la journée ont montré des progrès, 15 animaux de compagnie de plus ont été récupérés, 30 nouveaux bénévoles formés et 7 postes vétérinaires pleinement opérationnels. Pourtant, sous ces réalisations se cachait une prise de conscience croissante que les méthodes de recherche traditionnelles seules pourraient ne pas suffire. Quelque chose d'extraordinaire serait nécessaire pour renverser la tendance. À l'insu des bénévoles réunis, cet élément extraordinaire était déjà en mouvement, car les animaux eux-mêmes avaient commencé à former des alliances inattendues dans leur lutte pour la survie. Malgré les efforts organisés de la communauté, le 3e jour de recherche a apporté une frustration croissante et les limites de leur approche sont devenues de plus en plus évidentes. La matinée a commencé avec la découverte dévastatrice de Sarah Thompson à sa maison partiellement endommagée. Le bol de nourriture de Max, laissé plein pendant l'évacuation, est resté intact. La fouille méthodique de sa propriété n'a révélé aucun signe récent de son compagnon bien-aimé. Remettant en question leurs hypothèses sur le retour des animaux familiers vers des lieux familiers, les postes vétérinaires du Dr Wilson ont signalé une activité minime sur les 7 sites établis dans les zones sécurisées, seuls 2 ayant documenté des visites d'animaux, et ceux-ci provenaient principalement de la faune locale plutôt que d'animaux domestiques. Le réseau soigneusement planifié, qui semblait si prometteur, semblait reposer sur des prédictions erronées concernant le comportement des animaux de compagnie lors de catastrophes. Le schéma de recherche basé sur des cadrans de Robert Anderson a rencontré des obstacles importants, des champs de débris denses rendaient la recherche systématique presque impossible dans certaines zones, tandis que des structures instables empêchaient l'accès aux lieux de cachette potentiels des animaux de compagnie. Ces années d'expérience en recherche et sauvetage lui semblaient insuffisantes face à l'ampleur de leurs défis. Chaque balayage infructueux démoralisait les équipes de volontaires, qui revenaient avec des caisses vides et le cœur lourd. Emily Parker a fait face à une tension croissante au centre de commandement. L'unité de but initiale a commencé à montrer des fissures alors que les résidents épuisés remettaient en question l'efficacité de leur méthode. Le tableau de statistiques soigneusement entretenu racontait une sombre histoire, seuls 23 animaux de compagnie récupérés sur plus de 150 signalés disparus. Le système de signalement numérique développé par les adolescents, tout en étant innovant, a généré de nombreuses fausses alertes, car des résidents pleins d'espoir ont confondu les ombres et les sons avec leurs compagnons perdus. L'échec des méthodes de recherche traditionnelles a suscité de vifs débats parmi les membres de la communauté. Certains ont préconisé des approches plus agressives, suggérant l'utilisation de postes de nourriture, malgré les préoccupations concernant la faune. D'autres ont insisté pour abandonner les recherches organisées au profit d'efforts individuels. Les discussions sont devenues de plus en plus conflictuelles, menaçant de fracturer la coopération soigneusement construite qu'Emily avait favorisée. Les pisteurs professionnels d'animaux, engagés à grands frais par plusieurs résidents, n'ont pas obtenu de meilleurs résultats. Leurs chiens dressés ont montré un comportement inhabituel, semblant confus par des pistes olfactives qui semblaient mener en rond ou disparaître brusquement. Une pisteur expérimentée a admis qu'elle n'avait jamais rencontré de tels schémas déroutants, suggérant que les animaux de compagnie se déplaçaient d'une manière qui défiait la sagesse conventionnelle concernant le comportement des animaux perdus. La journée s'est terminée par un moment particulièrement difficile. Lors du briefing du soir, l'officier Jenkins a signalé la découverte de plusieurs colliers d'animaux dans les débris, dont un qui correspondait à la description d'un chien de quartier disparu. La nouvelle a envoyé une vague de crainte chez les volontaires rassemblés, les forçant à affronter la possibilité que toutes les histoires n'aient pas de fins heureuses. Alors que le centre de commandement commençait à fermer pour la nuit, Emily Parker est restée en arrière, étudiant les cartes quadrillées avec une attention de plus en plus désespérée. Le schéma d'échec suggérait quelque chose qu'il manquait, une compréhension cruciale de la façon dont leurs animaux de compagnie survivaient. À son insu et à celui des autres chercheurs, leurs animaux de compagnie avaient en effet développé des stratégies de survie bien plus sophistiquées que quiconque ne l'avait imaginé. Le lendemain apporterait une découverte qui changerait fondamentalement leur approche de la recherche, mais pour l'instant, le poids de l'échec pesait lourdement sur la communauté de Pacific Palisades. Le 4e jour des opérations de recherche a commencé par une découverte inattendue qui allait modifier l'ensemble de l'effort de sauvetage. À l'aube, le Dr Wilson est arrivé à sa clinique endommagée pour récupérer les fournitures médicales restantes. Dans le sous-sol du bâtiment,
il a trouvé des preuves d'une activité animale récente, des croquettes éparpillées et des flaques d'eau avec des empreintes de pattes distinctes menant à un petit tunnel de drainage. Les implications étaient importantes. Les animaux de compagnie ne survivaient pas seulement individuellement, ils se rassemblaient dans des espaces souterrains. Les instincts pédagogiques de Sarah Thompson se sont révélés précieux alors qu'elle développait rapidement un nouveau protocole de recherche. Plutôt que de se concentrer sur les recherches en surface, les adolescents ont commencé à cartographier l'infrastructure sous-jacente des communautés, les systèmes de drainage, les anciens tunnels de service et les connexions du sous-sol. La révélation a transformé leur compréhension du comportement de survie des animaux de compagnie pendant les catastrophes. Robert Anderson a reconnu des schémas de séjour de pompiers. Les animaux utilisaient l'infrastructure historique de la communauté construite il y a des décennies, lorsque les palissades ont été développées pour la première fois. Ces passages souterrains, bien que non officiellement documentés, ont créé un réseau de voies relativement sûr dans toute la zone sinistrée. Sa connaissance de l'histoire du développement de la région est soudainement devenue cruciale pour l'effort de recherche. Le centre de commandement a subi une réorganisation immédiate. Emily Parker a mis en place un nouveau système de cartographie, superposant des plans de rue modernes avec des documents d'infrastructures historiques récupérés aux archives de l'hôtel de ville. Les volontaires adolescents ont adapté leur système de suivi numérique, intégrant désormais les emplacements souterrains et les points d'accès potentiels. L'opération de sauvetage des animaux de compagnie a évolué vers quelque chose qui ressemblait à une expédition archéologique. Les progrès se sont accélérés à mesure que les équipes ont ajusté leur méthode au lieu d'une surface généralisée, car elles se sont concentrées sur l'identification et le suivi des points d'accès clés. Le docteur Wilson a établi des postes d'alimentation près de ces emplacements, documentant soigneusement les schémas d'activité. Le premier succès majeur est survenu lorsqu'une caméra à détecteur de mouvement a capturé des images de 3 chiens, dont Max, émergeant brièvement d'un drain pluvial près d'Ocean View Drive. La découverte a dynamisé la communauté, mais a également présenté de nouveaux défis. Bon nombre des espaces souterrains étaient potentiellement dangereux, avec des structures instables et une qualité de l'air médiocre. Le chef des pompiers Reeves a insisté sur des protocoles de sécurité stricts exigeant une évaluation professionnelle avant toute tentative de sauvetage. L'attente a mis à l'épreuve la patience de tout le monde, en particulier celle de Sarah Thompson, qui savait maintenant que son bien-aimé Max était en vie, mais toujours hors de portée. Les compétences organisationnelles d'Emily Parker se sont avérées cruciales pour gérer l'opération complexe. Elle a coordonné avec les ingénieurs de la ville pour obtenir des cartes d'infrastructure détaillées et a mis en place une rotation d'équipes d'inspection qualifiées. Le centre de commandement comprenait désormais des ingénieurs en structure et des experts en sécurité, aux côtés de volontaires de sauvetage d'animaux de compagnie. L'opération avait évolué vers une mission de sauvetage urbain sophistiquée. Les entreprises locales ont continué leur soutien de nouvelles manières. La quincaillerie a fourni un équipement spécialisé pour l'inspection des tunnels, tandis que les entreprises de construction ont offert leur expertise en matière d'évaluation structurelle. Les ressources de la communauté ont été mobilisées avec un objectif renouvelé, en se concentrant sur un accès sûr et systématique au réseau souterrain. L'après-midi a apporté une percée lorsqu'une équipe de sauvetage a accédé avec succès à une section stable du système de drainage. Ils ont découvert des signes de comportement animal organisé qui ont stupéfié même le docteur Wilson. Les animaux de compagnie avaient créé des zones distinctes pour dormir, manger et faire leurs besoins, affichant un niveau d'adaptation que personne n'avait anticipé. Plus important encore, ils ont trouvé des preuves suggérant que certains animaux guidaient activement les autres vers la sécurité. L'expérience de Robert Anderson avec la formation de recherche et sauvetage de Luna a fourni des informations précieuses. Il a reconnu que certains animaux de compagnie, en particulier ceux ayant des antécédents de service ou de chiens de travail, utilisaient probablement leur formation pour aider les autres animaux à survivre. Cette théorie a été étayée par la découverte de schémas d'empreintes de pattes distinctives suggérant des patrouilles régulières au sein du réseau souterrain. À l'approche du soir, le centre de commandement a compilé les résultats de la journée. La nouvelle stratégie de recherche avait localisé 32 animaux de compagnie supplémentaires, bien que la plupart restent hors de portée en attente de l'autorisation de sécurité. Le taux de réussite s'était considérablement amélioré, mais le défi de l'extraction en toute sécurité persistait. Le briefing du soir d'Emily Parker a pris un nouveau ton d'optimisme prudent, tempéré par la connaissance qu'ils étaient désormais confrontés à une opération de sauvetage complexe. L'officier Jenkins a coordonné avec les services d'urgence pour établir un groupe de travail de sauvetage d'animaux dédiés, reconnaissant que l'opération avait dépassé le cadre des seuls volontaires communautaires. La formation de cette unité officielle a marqué un tournant,
validant les efforts de la communauté et donnant accès à des ressources supplémentaires. La journée s'est terminée par un développement important. Une équipe d'ingénieurs en structure a dégagé la première section du réseau souterrain pour les opérations de sauvetage, programmant la tentative d'extraction initiale pour l'aube. Sarah Thompson, sachant que Max était parmi les chiens photographiés dans cette section, a passé la nuit au centre de commandement à aider à préparer l'équipement de sauvetage et à examiner les protocoles de sécurité. L'humeur de la communauté est passée du désespoir à l'espoir déterminé. Les animaux de compagnie de Pacific Palisades avaient non seulement survécu, mais avaient créé un système remarquable d'entraide alors que les équipes de sauvetage se préparaient aux opérations du lendemain. Personne n'aurait pu prédire les scènes extraordinaires qui allaient se dérouler dans les heures qui suivraient. La révélation du réseau souterrain d'animaux de compagnie a catalysé une vague sans précédent de soutien communautaire. Au milieu de la matinée du 5e jour, Pacific Palisades s'était transformé en un modèle de réponse coordonnée aux catastrophes. Emily Parker a mis en place un système de distribution de ressources sophistiqué fonctionnant à partir de 3 emplacements stratégiques dans la zone sécurisée. Le centre communautaire des Palisades est devenu le principal centre d'opération de soutien. Les restaurateurs locaux, dirigés par le chef vétéran Michael Stewart, ont mis en place un service de cuisine 24 heures sur 24 fournissant des repas aux équipes de sauvetage et aux volontaires. Le grand gymnase du centre abritait un inventaire croissant de fournitures données, d'équipements de sauvetage spécialisés, de matériel médical et de produits de première nécessité pour les animaux de compagnie. Soigneusement organisé sous la supervision méthodique d'Emily, Sarah Thompson a dirigé le programme de formation des volontaires avec une sophistication accrue. S'appuyant sur ses années d'expérience pédagogique, elle a développé des modules de formation complets pour les différents aspects de l'opération de sauvetage. Les volontaires ont tout appris, des procédures de documentation appropriées aux premiers soins de base pour les animaux. Son approche méthodique a garanti que, même si l'opération se développait, les normes de qualité et de sécurité restaient élevées. Le Dr Wilson a élargi son réseau de soutien vétérinaire, coordonnant avec des collègues des communautés voisines. Une rotation de professionnels vétérinaires a désormais affecté le centre de commandement 24 heures sur 24, préparant les défis médicaux complexes qui pourraient survenir lors des opérations de sauvetage. La pharmacie locale a fait don de fournitures médicales essentielles, tandis que les cliniques vétérinaires régionales ont fourni un équipement spécialisé pour le traitement des animaux en détresse. L'expertise de Robert Anderson s'est avérée inestimable pour l'élaboration de protocoles de sécurité pour les opérations de sauvetage souterraines. Il a travaillé en étroite collaboration avec les ingénieurs en structure pour évaluer chaque point d'accès, établissant des directives claires pour le déploiement de l'équipe de sauvetage. Son expérience a aidé à combler le fossé entre les volontaires civils et les intervenants d'urgence professionnels, créant une approche unifiée de l'environnement de sauvetage difficile. Le réseau de soutien s'est étendu au-delà des opérations de sauvetage immédiates. L'agent immobilier local Patricia Morrison a coordonné le logement temporaire des résidents déplacés à proximité des derniers emplacements connus de leurs animaux de compagnie. L'arrangement a permis aux propriétaires de rester à proximité des opérations de sauvetage tout en assurant leur propre sécurité et leur confort. Son réseau de propriétaires de location de vacances a offert leur propriété sans frais, démontrant l'engagement de la communauté à soutenir les victimes humaines et animales de la catastrophe. L'infrastructure technologique s'est considérablement développée sous la direction de Jennifer Adams et de son équipe de jeunes volontaires. Ils ont mis en place une plateforme numérique centralisée pour coordonner les ressources, suivre les opérations de sauvetage et maintenir une communication en temps réel entre les différentes équipes. Les entreprises technologiques locales ont fourni des équipements et une expertise, garantissant la robustesse et la fiabilité du système. La Palisade Business Association, dirigée par Thomas Bennett, a créé un fonds dédié à l'opération de sauvetage. Les entreprises locales ont contribué généreusement, veillant à ce que les contraintes financières n'entravent pas les efforts de sauvetage. Le fonds couvrait tout, de la location d'équipements spécialisés aux fournitures vétérinaires, avec une comptabilité transparente supervisée par un comité de membres respectés de la communauté. Le café d'Emily Parker, bien qu'endommagé, est devenu un centre de commandement secondaire axé sur la planification de la reprise à long terme. Des experts en assurance ont travaillé aux côtés des urbanistes et des experts en construction, élaborant des stratégies pour reconstruire de manière à intégrer des mesures de sécurité appropriées pour les animaux en cas d'urgence future. Le chat-mitaine du café survivant est devenu un symbole de résilience, supervisant les opérations depuis son perchoir sur le comptoir partiellement endommagé. L'officier Jenkins a coordonné avec les agences d'application de la loi voisine pour établir un périmètre de sécurité autour des zones de sauvetage. Cette protection s'est avérée cruciale à mesure que l'attention des médias augmentait,
permettant aux opérations de sauvetage de se dérouler sans interférence. Les entreprises de sécurité locales ont offert leurs services bénévolement, maintenant l'ordre tout en assurant au personnel autorisé l'accès nécessaire. Les chefs spirituels de la communauté ont également joué un rôle essentiel. Le révérend James Harrison de la First Presbyterian Church a ouvert ses portes pour offrir des services de conseil aux propriétaires d'animaux en détresse. Le sous-sol de l'église est devenu un espace calme pour la réflexion et l'entraide, où les résidents ont partagé leurs espoirs et leurs craintes en attendant des nouvelles des équipes de sauvetage. Les zones de soins médicaux du Dr Wilson ont évolué en centre complet de soins pour animaux de compagnie. Chaque endroit conservait des dossiers détaillés des animaux récupérés, de leurs conditions et de leur plan de traitement. Les toiletteurs locaux et les professionnels des soins aux animaux de compagnie ont offert leurs services bénévolement, veillant à ce que les animaux sauvés reçoivent une évaluation et des soins approfondis avant de retrouver leurs propriétaires. À l'approche du soir, Emily Parker a mené la réunion de coordination quotidienne avec un nouveau sens du but. Le réseau de soutien avait dépassé leurs attentes initiales, démontrant la remarquable capacité de la communauté à répondre de manière organisée. L'infrastructure en place s'avérerait cruciale pour les jours difficiles à venir, alors que les opérations de sauvetage se préparaient à entrer dans leur phase la plus critique. La journée s'est terminée par un dîner communautaire au centre communautaire des Palisades, où les résidents se sont réunis pour partager des mises à jour et maintenir leur détermination collective. Le réseau de soutien était devenu bien plus qu'une simple réponse à la crise. Il représentait l'engagement indéfectible de la communauté à récupérer leurs animaux de compagnie bien-aimés, quels que soient les défis à venir. Alors que le 6e jour se levait sur Pacific Palisades, des signes d'espoir sont apparus de la dévastation. Sarah Thompson se tenait dans son jardin partiellement endommagé où une seule rose avait survécu à l'enfer, ses pétales rouges vibrant défiant les cendres environnantes. Cette fleur résistante est devenue un puissant symbole pour la communauté, lui rappelant que la vie persistait même dans les circonstances les plus difficiles. Les images de surveillance du matin provenant du réseau souterrain ont révélé des scènes extraordinaires de coopération animale. L'analyse du Dr Wilson a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient, les animaux de compagnie avaient formé un système de soutien sophistiqué. La caméra a capturé des images de Luna de Robert, portant toujours son gilet de recherche et de sauvetage, menant de plus petits chiens vers des points d'eau. Max, le Golden Retriever de Sarah, a été observé partageant de la nourriture avec des animaux plus jeunes, affichant la même nature douce qui avait fait de lui un favori au parc pour chiens local. Emily Parker a reçu les premières nouvelles vraiment prometteuses concernant Cathy. Un capteur de mouvement près de son café avait capturé des images de son chat disparu émergeant d'un puits de ventilation, servant apparemment de guide pour d'autres chats de quartier. Les images montraient Cathy menant un groupe de 5 chats vers l'un des postes d'alimentation du Dr Wilson, démontrant un comportement de leadership remarquable qui a arraché des larmes aux yeux d'Emily. Les équipes de sauvetage professionnelles ont réalisé des progrès importants dans la stabilisation des points d'accès au réseau souterrain. Leurs préparatifs minutieux permettraient bientôt la première grande tentative de sauvetage. Le chef Reeves a supervisé l'installation de structures de renforcement assurant la sécurité du personnel de sauvetage et des animaux. L'opération avait évolué vers un témoignage d'ingéniosité et de détermination humaine. La couverture médiatique locale est passée de la destruction à la mise en évidence de la réponse extraordinaire de la communauté. L'histoire de Pacific Palisades est devenue une histoire d'unité et de persévérance. Les résidents des communautés environnantes sont arrivés avec des fournitures et du soutien, émus par les récits d'animaux de compagnie se protégeant les uns les autres et d'humains travaillant sans relâche pour leur sauvetage. L'expertise de Robert Anderson s'est avérée cruciale pour l'interprétation des schémas de comportement des animaux. Ces années de travail avec les chiens de recherche et de sauvetage l'ont aidé à reconnaître que les animaux de compagnie avaient établi des routines régulières, rendant leurs mouvements plus prévisibles. Cette perspicacité s'avérerait inestimable dans la planification des opérations de sauvetage à venir. Les équipes médicales du Dr Wilson ont documenté des exemples remarquables d'adaptation animale. Les animaux de compagnie avaient développé des systèmes pour garder leurs abris temporaires propres, partager des ressources et même prendre soin de leurs compagnons blessés. Ces observations ont remis en question la compréhension conventionnelle du comportement des animaux de compagnie lors des catastrophes, suggérant des niveaux de coopération auparavant jugés impossibles. Les enfants de la communauté ont contribué à l'atmosphère d'espoir en créant des œuvres d'art représentant des scènes imaginaires des aventures souterraines de leurs animaux de compagnie. Ces dessins, exposés au centre de commandement, ont rappelé aux adultes que parfois l'imagination et l'optimisme pouvaient éclairer des chemins que seule la logique pourrait manquer. À l'approche du soir, les équipes de sauvetage ont finalisé les préparatifs de l'opération majeure du lendemain.
Le réseau soigneusement cartographié de tunnels et de passages avait révélé de multiples points d'accès stables. L'équipement de sécurité a été testé, les fournitures médicales ont été mises en place et les véhicules de transport ont été positionnés stratégiquement dans toute la zone. Sarah Thompson a passé la soirée à examiner les images de Max, notant comment son animal de compagnie autrefois choyé était devenu un protecteur des autres. Sa transformation reflétait l'histoire plus large de leur communauté, des individus ordinaires se hissant à des circonstances extraordinaires. Le briefing du soir a apporté une nouvelle énergie alors qu'Emily Parker partageait les développements de la journée et décrivait le plan de sauvetage. L'officier Jenkins a rapporté que le périmètre de sécurité avait été renforcé, garantissant que l'opération de sauvetage pourrait se dérouler sans interruption. La patience et le dévouement de la communauté avaient gagné le respect des professionnels de la réponse aux urgences qui travaillaient désormais en étroite collaboration avec les équipes de bénévoles. La nuit a apporté un autre petit miracle, alors que des détecteurs de mouvement détectaient une activité accrue près des points de sauvetage prévus. Les animaux de compagnie, sentant d'une manière ou d'une autre l'opération imminente, semblaient se rassembler dans des zones plus accessibles. Le docteur Wilson a émis l'hypothèse que l'intelligence collective des animaux avait évolué pour reconnaître les efforts de sauvetage humain. Alors que la communauté se préparait à dormir, le centre de commandement est resté actif, surveillant les flux de surveillance et finalisant les protocoles de sauvetage. L'espoir qui avait émergé de la destruction ne consistait pas seulement à récupérer les animaux de compagnie perdus. Il s'agissait d'être témoin de la capacité extraordinaire d'adaptation, de coopération et de résilience des humains et des animaux. La journée s'est terminée par une cérémonie silencieuse à la rose survivante de Sarah, désormais surnommée la fleur de l'espoir par les résidents locaux. La fleur était un témoignage de la survie contre vent et marée. Tout comme les animaux de compagnie qu'ils cherchaient à secourir. Le lendemain apporterait la première tentative de sauvetage majeure, mais ce soir, l'espoir s'épanouissait au milieu de la destruction. Le 7e jour a apporté le moment pour lequel toute la communauté s'était préparée. À précisément 6 heures du matin, la première opération de sauvetage coordonnée a commencé. Le chef Reeves se tenait au centre de commandement, dirigeant les équipes positionnées à 3 points d'accès stables. Le docteur Wilson et son personnel médical attendaient dans les postes de triage désignés, tandis que Sarah Thompson et d'autres propriétaires d'animaux de compagnie maintenaient une veille anxieuse derrière le périmètre de sécurité. Les équipes de sauvetage, équipées d'équipements spécialisés et d'équipements de communication, sont entrées méthodiquement dans le réseau souterrain. Robert Anderson a surveillé leur progrès depuis le centre de commandement, fournissant des conseils basés sur sa connaissance approfondie de l'infrastructure et du comportement animal. Chaque équipe était équipée d'un équipement d'enregistrement sophistiqué pour documenter l'opération. À 7h23 du matin, la première percée s'est produite. L'équipe Alpha, dirigée par le pompier vétéran James Martinez, a pris contact avec un groupe d'animaux dans une section stabilisée du système de drainage. La scène à laquelle ils ont été confrontés a validé des semaines de préparation. 6 chiens, dont Max et Luna, avaient créé un abri organisé dans un tunnel d'entretien sec. Les retrouvailles entre Sarah Thompson et Max se sont déroulées avec une dignité extraordinaire. Alors que Max émergeait du tunnel guidé par le personnel de sauvetage, son apparence racontait l'histoire de sa survie. Bien qu'amincie et sale, sa queue remuait avec une joie indubitable lorsqu'il reconnut Sarah. Leurs retrouvailles, capturées par les médias locaux, ont montré Max vérifiant d'abord les autres chiens qu'il avait protégés avant de se précipiter dans les bras de Sarah. L'émergence de Luna quelques minutes plus tard a démontré ses instincts de service continu. Elle a refusé de sortir du tunnel jusqu'à ce que tous les autres animaux de son groupe aient été évacués en toute sécurité, maintenant son rôle protecteur jusqu'au bout. Les larmes de Robert Anderson ont coulé librement alors que Luna s'est finalement approchée de lui, sa formation en recherche et sauvetage étant évidente dans chaque mouvement mesuré. Les examens médicaux du docteur Wilson ont révélé des résultats remarquables. Malgré leur épreuve, les animaux étaient dans un état étonnamment bon. Ils ont montré des signes de comportement organisés dans leur abri, des zones désignées pour dormir et faire leurs besoins, des preuves de partage de nourriture et des dispositions de protection pour les animaux plus faibles. Les animaux de compagnie avaient créé une société structurée qui avait permis leur survie. Le succès de la première extraction a encouragé les équipes à procéder à des tentatives de sauvetage supplémentaires. Au milieu de la matinée, l'équipe Bravo avait localisé un autre groupe d'animaux, dont 3 chats et 4 petits chiens. Le sauvetage s'est déroulé sans heurts, en suivant les protocoles affinés lors de la première opération. Chaque animal a reçu des soins médicaux immédiats et a été réuni avec ses propriétaires dans un environnement contrôlé et calme.
Le poids d'Emily Parker s'est terminé à 11h45 du matin lorsque l'équipe Charlie a découvert Katy menant un groupe de chats à travers un puits de ventilation. Les retrouvailles entre Emily et Katy ont démontré les émotions complexes de la journée. Katy est apparue partagée entre ses responsabilités envers ses compagnons chats et sa joie de voir Emily, un conflit qui a ému même les secouristes les plus aguerris. Le centre de triage médical a traité chaque animal sauvé avec une efficacité professionnelle. L'équipe du Dr Wilson a documenté l'état des animaux, a fourni les traitements nécessaires et a préparé des rapports détaillés pour les propriétaires. L'état physique remarquable des animaux a témoigné de leur capacité d'adaptation et de leur entraide pendant leur séjour sous terre. Dans l'après-midi, la première phase des retrouvailles s'est terminée, avec 23 animaux sauvés avec succès. Chaque histoire de retrouvailles a ajouté à la compréhension de la communauté de l'épreuve de leurs animaux de compagnie. Les animaux ont montré des signes d'avoir développé des liens forts les uns avec les autres, menant à des moments doux amers alors qu'ils étaient séparés pour retourner auprès de leur famille. Le succès de la journée a transformé l'atmosphère du centre de commandement. Emily Parker a mis à jour les tableaux d'état avec une énergie renouvelée, marquant chaque retrouvaille réussie d'une étoile. Les propriétaires d'animaux de compagnie restants ont regardé avec un optimisme croissant, sachant que leur poids pourrait bientôt se terminer. Le chef Reeves a annoncé des plans pour des opérations de sauvetage supplémentaires, s'appuyant sur les expériences de la journée. À l'approche du soir, les animaux de compagnie sauvés et leurs propriétaires se sont réunis au centre communautaire pour un repas partagé. Le comportement des animaux a révélé des changements durables de leur expérience. Ils sont restés proches les uns des autres, partageant de la nourriture et de l'attention d'une manière qui reflétait leur temps sous terre. Sarah Thompson a observé que Max montrait désormais des instincts de protection envers les plus petits chiens, une caractéristique qu'il avait développée pendant son rôle de gardien dans leur abri souterrain. Le 8e jour des opérations de sauvetage a révélé des découvertes extraordinaires qui ont démontré la profondeur de la résilience et de l'intelligence animale. La surveillance matinale a identifié 3 nouveaux emplacements au sein du réseau souterrain où les animaux de compagnie avaient créé des abris sophistiqués, chacun montrant une organisation et une coopération remarquables entre les différentes espèces. La première découverte importante est survenue à 8h15 du matin, lorsque l'équipe de sauvetage Delta a localisé un vaste réseau d'abris près des vestiges du café d'Emily. L'espace, un ancien sous-sol de stockage, contenait 15 animaux qui avaient survécu grâce à un système complexe de partage des ressources. L'examen du Dr Wilson a révélé que les animaux avaient établi une structure sociale remarquable, avec les animaux domestiques les plus forts protégeant les plus faibles et partageant l'accès à l'eau qui coulait des tuyaux endommagés. Plus précisément, ils ont découvert le terrier de Madame Henderson, une personne âgée, précédemment présumée disparue, servant de gardien à 3 jeunes chiots séparés de leur mère. Pendant l'évacuation, le terrier, malgré son âge avancé et sa petite taille, avait apparemment guidé les chiots vers la sécurité et maintenu une surveillance protectrice sur eux. Les chiots, en excellentes conditions, témoignaient des soins dévoués du terrier. Les chats disparus de la famille Martinez ont été retrouvés dans une chambre adjacente, ayant créé un système efficace pour attraper les souris et partager leur proie avec des animaux plus petits. Leur stratégie de survie a souligné la capacité des animaux de compagnie à s'adapter et à maintenir leurs compétences de chasse même dans des circonstances désespérées. Les retrouvailles des familles avec leurs 3 chats ont créé un moment puissant de clôture pour la communauté. Une autre découverte importante s'est produite lorsque l'équipe Echo a découvert un groupe d'animaux qui avaient trouvé refuge dans une section partiellement effondrée mais stable du sous-sol de l'ancien hôtel de ville. L'espace contenait des preuves d'une résolution de problèmes sophistiqués, des lits de fortune créés à partir de débris éparpillés, un système pour collecter de l'eau propre et des zones désignées pour différentes activités. La découverte a remis en question la compréhension conventionnelle du comportement des animaux de compagnie lors des catastrophes. Peut-être la découverte la plus remarquable est-elle venue de l'exploration par l'équipe Foxtrot d'un tunnel de service près de Ocean View Drive. Ils ont localisé un groupe d'animaux de compagnie qui avait développé un système de sentinelles, différents animaux se relayant pour surveiller le danger pendant que d'autres se reposaient. Ce comportement, documenté par les caméras de l'équipe de secours, a démontré des niveaux de coopération qui ont étonné même les spécialistes du comportement animal les plus expérimentés. Les examens médicaux du Dr Wilson sur les animaux secourus ont révélé des schémas cohérents suggérant des soins organisés au sein de leur groupe. Les blessures avaient été maintenues propres, ce qui suggère des comportements de toilettage mutuel. La nourriture avait été partagée équitablement, comme en témoigne la condition similaire de tous les animaux au sein de chaque groupe. Ces découvertes ont ajouté à la documentation croissante de comportements adaptatifs extraordinaires. L'après-midi a apporté une découverte particulièrement poignante lorsque les sauveteurs ont retrouvé le compagnon disparu de Katy,
de l'Emiliès Café. Le chat avait établi une sorte de nurserie, s'occupant de plusieurs chatons nés pendant la période de la catastrophe. Le sauvetage réussi de cette famille improvisée a démontré les manières inattendues par lesquelles la crise avait créé de nouveaux liens entre les animaux. L'expertise de Robert Anderson s'est avérée cruciale pour interpréter ces découvertes. Son expérience des opérations de recherche et de sauvetage a permis d'expliquer comment les animaux avaient probablement utilisé leurs instincts naturels de nouvelles manières pour assurer la survie du groupe. Ces analyses ont aidé à guider les équipes de secours vers des endroits supplémentaires où les animaux auraient pu chercher refuge. Les découvertes de la journée ont transformé la compréhension par la communauté des capacités de leurs animaux de compagnie. Sarah Thompson, travaillant avec les vétérinaires locaux, a commencé à documenter ces découvertes pour aider à développer de nouveaux protocoles pour les interventions en cas de catastrophe future. La preuve de structures sociales sophistiquées et de capacité de résolution de problèmes chez les animaux secourus a suggéré la nécessité de réviser la planification d'urgence conventionnelle. À l'approche du soir, le centre de commandement a compilé des rapports détaillés sur les conclusions de la journée. Emily Parker a mis à jour les cartes de sauvetage avec les emplacements nouvellement découverts des abris, tandis que le docteur Wilson préparait des évaluations médicales complètes des animaux secourus. Le nombre croissant de preuves pointait vers un niveau sans précédent d'adaptation et de coopération entre les animaux de compagnie déplacés. La journée s'est terminée par une réunion communautaire où les équipes de secours ont partagé leurs observations avec les propriétaires d'animaux et les responsables locaux. Les découvertes ont eu des implications au-delà des opérations de sauvetage immédiates, suggérant de nouvelles approches en matière de préparation aux catastrophes et de soins aux animaux. Le chef Reeves a annoncé des plans pour incorporer ces leçons dans les futurs protocoles d'intervention d'urgence. Le 9e jour des opérations de sauvetage a révélé des histoires d'héroïsme extraordinaires chez les animaux de compagnie, transformant la compréhension par la communauté du courage et de la loyauté des animaux. Ces révélations sont apparues grâce à une documentation et une observation minutieuse, fournissant des preuves convaincantes d'animaux de compagnie se protégeant et se sauvant les uns les autres pendant la crise. Le rôle de Luna en tant que leader est devenu plus clair grâce aux séquences de l'équipe de secours. Le berger allemand avait apparemment utilisé son entraînement de recherche et de sauvetage pour explorer systématiquement les itinéraires à travers le réseau souterrain, marquant les chemins avec des empreintes de pattes distinctes que d'autres animaux pouvaient suivre. Robert Anderson, examinant les preuves avec les équipes de secours professionnelles, a identifié des schémas montrant comment Luna avait établi des voies d'évacuation et des zones de sécurité dans tout le réseau. Max, le Golden Retriever de Sarah Thompson, est apparu comme un autre héros inattendu. Les examens médicaux des animaux secourus ont révélé que plusieurs avaient survécu grâce à ces efforts. Les jeunes chiens ont montré des signes d'avoir été protégés et guidés par Max, dont la nature douce s'était apparemment étendue à la création d'une famille de substitution parmi les animaux déplacés. Ces actions ont démontré une intelligence émotionnelle et des instincts de protection remarquables. Le héros le plus surprenant est apparu sous la forme du chat de l'Emiliès Café, Cathy. La documentation a montré qu'elle avait utilisé sa connaissance intime des espaces structurels du bâtiment pour créer un réseau de passage sûr. Sous sa direction, plusieurs groupes d'animaux plus petits avaient trouvé refuge dans des espaces auxquels les prédateurs plus grands ne pouvaient pas accéder. Les examens du Dr Wilson ont confirmé que les animaux sous la protection de Cathy présentaient de meilleurs résultats en matière de santé que les survivants isolés. Le vieux terrier de Madame Henderson, autrefois connu pour sa nature timide, avait fait preuve d'un courage extraordinaire. Les registres de l'équipe de secours ont détaillé comment le petit chien avait constamment partagé sa nourriture avec les animaux les plus faibles et assuré une veille pendant les périodes dangereuses. Les chiots sous ses soins ont montré un développement social remarquable, malgré leurs circonstances traumatisantes. Les chats de la famille Martinez ont révélé une autre dimension d'héroïsme. Des preuves indiquent qu'ils avaient développé une opération de chasse sophistiquée, non seulement pour leur propre survie, mais pour fournir de la nourriture aux animaux blessés incapables de chasser. Leurs actions ont souligné comment la crise avait fait ressortir des instincts de protection latents au-delà des frontières des espèces. L'analyse professionnelle des sites de secours a révélé un schéma de soins organisé qui a dépassé toutes les attentes. Le Dr Wilson a documenté des cas où des animaux plus forts avaient créé des espaces abrités pour les compagnons blessés, partageant nourriture et eau tout en assurant une surveillance protectrice. Ces comportements ont démontré des niveaux d'empathie et de coordination qui ont remis en question la compréhension traditionnelle des capacités des animaux. Les équipes de secours ont découvert des preuves de coopération interespèces qui ont défié la sagesse conventionnelle. Les chats et les chiens, généralement considérés comme des adversaires naturels, avaient formé des partenariats efficaces pour la survie. Ces alliances semblent s'être développées naturellement en réponse à des défis communs,
suggérant des capacités d'adaptation remarquables. Le système de documentation d'Emily Parker a enregistré de nombreux exemples d'animaux travaillant ensemble pour surmonter les obstacles. Les séquences de caméras de sécurité ont montré des animaux plus petits servant d'éclaireurs tandis que les plus grands assuraient la protection. Ces comportements coopératifs ont créé un réseau de survie qui a maximisé les forces naturelles de chaque animal. L'après-midi a apporté une découverte particulièrement émouvante lorsque les sauveteurs ont trouvé un groupe d'animaux qui s'était apparemment organisé autour de la protection d'un chat gravement blessé. Le groupe avait créé un nid douillet en utilisant des matériaux éparpillés et maintenu un système de rotation pour fournir des soins et une protection. Leurs efforts avaient maintenu l'animal blessé en vie contre toute attente. Le chef Reeves a reconnu que ces découvertes influenceraient considérablement les futurs protocoles d'intervention en cas de catastrophe. La preuve d'un comportement coopératif sophistiqué a suggéré la nécessité de nouvelles approches pour les opérations de sauvetage des animaux. Robert Anderson a commencé à développer du matériel de formation incorporant ces informations pour les futures équipes d'intervention d'urgence. La journée s'est terminée par une cérémonie de reconnaissance spéciale au centre de commandement, où les équipes de secours ont partagé des récits détaillés de l'héroïsme animal avec la communauté. Sarah Thompson, travaillant avec les médias locaux, a commencé à collecter ces histoires pour créer un enregistrement permanent des événements extraordinaires. Les récits serviraient à la fois de témoignage du courage des animaux et de ressources précieuses pour la planification des interventions en cas de catastrophe future. Le 10e jour a confronté la communauté à la tragique réalité que toutes les histoires n'auraient pas de fins heureuses. La réunion d'information du matin au centre de commandement a commencé avec le chef Reeves présentant un rapport sobre. Malgré leurs efforts considérables, 35 animaux de compagnie restaient portés disparus et les preuves suggéraient que certains n'avaient pas survécu à la catastrophe. Emily Parker a conservé son sang-froid professionnel alors qu'elle mettait à jour les tableaux de statut, bien que chaque marque rouge indiquant une perte confirmée ait pesé lourdement sur la pièce. La première perte confirmée était le chat siamois âgé appartenant à la famille Wilson, dont le collier a été retrouvé dans une section gravement endommagée du réseau souterrain. Le docteur Wilson, malgré son détachement professionnel, a eu du mal à annoncer cette nouvelle à la famille. Sarah Thompson a assumé la tâche difficile de conseiller les propriétaires d'animaux en deuil. S'appuyant sur ses années d'expérience à aider les étudiants à traverser des moments difficiles, elle a créé une salle calme au centre communautaire où les familles pouvaient faire leur deuil en privé et partager des souvenirs de leurs compagnons perdus. L'espace s'est rapidement rempli de photographies et d'histoires, devenant un mémorial pour les animaux de compagnie qui ne reviendraient pas à la maison. La famille Martinez a reçu la confirmation que leur 4e chat, un tabby orange nommé Sunny, n'avait pas survécu. Les preuves ont été découvertes dans une zone où des débris tombants avaient bloqué une éventuelle voie d'évacuation. L'officier Jenkins, qui a fait la découverte, a assuré que la famille a reçu cette nouvelle avec la sensibilité et le soutien approprié. L'expérience de Robert Anderson avec la perte pendant sa carrière de pompier s'est avérée inestimable alors qu'il aidait les équipes de secours à traiter leurs propres réactions émotionnelles à ces découvertes. Il a souligné que la compréhension de l'étendue totale de la catastrophe, y compris ses victimes, était cruciale pour développer de meilleurs protocoles d'intervention d'urgence pour l'avenir. La communauté s'est ralliée à ceux qui étaient confrontés à la perte. L'artiste local Margaret a commencé à créer des portraits individuels de chaque animal de compagnie perdu, à partir de photographies fournies par leur famille. Ces portraits feraient plus tard partie d'une installation commémorative permanente à l'Emily S. Place reconstruite, garantissant que ses compagnons bien-aimés ne seraient pas oubliés. Le docteur Wilson a préparé des rapports détaillés pour chaque perte confirmée, fournissant aux familles autant d'informations que possible sur les dernières circonstances de leur animal de compagnie. Bien que douloureuses, ces informations ont souvent fourni un certain degré de clôture, aidant les familles à comprendre que leurs animaux de compagnie n'avaient pas souffert inutilement et que tous les efforts possibles avaient été déployés pour les retrouver. La journée s'est terminée par un rassemblement silencieux au coucher du soleil, où le chef Reeves a reconnu à la fois les succès et les pertes de leurs efforts de sauvetage. Emily Parker a lu à haute voix les noms de chaque animal de compagnie perdu, tandis que leurs familles ont placé des bougies commémoratives dans le jardin de la rose survivante de Sarah Thompson, désormais un symbole de résilience et de souvenir. Le 11e jour a marqué une période de deuil collectif alors que la communauté de Pacific Palisades traitait ses pertes. La matinée a commencé avec le révérend Harrison menant un service commémoratif formel à la First Presbyterian Church, où il a abordé l'impact profond de la perte de compagnons animaux. L'Église, pleine au-delà de sa capacité, a fourni un espace de deuil partagé et de soutien mutuel. Emily Parker a établi un processus de documentation formelle pour chaque animal de compagnie perdu, créant des profils détaillés qui comprenaient des photographies,
des histoires de famille et des récits de leur rôle dans la communauté. Ces dossiers feraient plus tard partie d'une archive permanente, garantissant que les générations futures comprendraient à la fois l'ampleur de la catastrophe et la profondeur de la réponse de la communauté. Le docteur Wilson a mené des consultations privées avec les familles qui avaient perdu des animaux de compagnie, fournissant une analyse professionnelle de leurs dernières circonstances. Son expertise médicale a aidé les familles à comprendre que les instincts de survie de leurs animaux de compagnie étaient restés forts jusqu'à la fin. Cette connaissance, bien que douloureuse, a offert une mesure de réconfort à ceux qui luttaient contre la culpabilité d'avoir laissé leurs animaux de compagnie derrière eux pendant l'évacuation. Sarah Thompson a coordonné avec les professionnels locaux de la santé mentale pour établir un programme de conseil en deuil spécialement conçu pour la perte d'animaux de compagnie. Le programme a reconnu les défis uniques de la perte d'un compagnon animal lors d'une catastrophe naturelle, traitant à la fois les traumatismes individuels et l'impact collectif de la communauté. Les séances ont été particulièrement bien suivies par les personnes âgées qui avaient perdu leur seul compagnon. Robert Anderson a contribué son expérience du deuil des premiers intervenants, aidant les membres de l'équipe de secours à traiter leurs réactions émotionnelles à la découverte d'animaux décédés. Ces conseils se sont avérés cruciaux pour maintenir le moral de l'équipe tout en honorant leur engagement à mener à bien l'opération de récupération avec dignité et respect. L'école élémentaire locale, reconnaissant l'impact sur les enfants, a lancé un programme d'art-thérapie où les élèves pouvaient exprimer leurs sentiments à propos des animaux de compagnie perdus à travers des projets créatifs. Ces œuvres d'art, affichant à la fois la tristesse et l'espoir, ont été exposées aux côtés des portraits commémoratifs de Margaret Wells au centre communautaire. L'officier de Janquin a veillé à ce que chaque site de récupération soit traité avec la solennité appropriée, mettant en œuvre des protocoles généralement réservés aux opérations de récupération plus formelles. Cette approche professionnelle a assuré aux familles que les restes de leurs animaux de compagnie étaient manipulés avec dignité et respect. À l'approche du soir, Emily Parker a mis à jour les tableaux de statut final marquant l'achèvement de l'opération de récupération dans plusieurs secteurs. La communauté s'est réunie pour une veillée aux chandelles où les membres de la famille ont partagé des souvenirs de leurs compagnons perdus. Ces histoires, bien que déchirantes, ont renforcé les liens profonds entre les humains et leurs compagnons animaux. Le 12e jour a soulevé des débats conflictuels sur l'allocation des ressources et les priorités de sauvetage qui avaient mijoté tout au long de l'opération. Le chef Reeves a convoqué une réunion d'urgence au centre de commandement pour répondre aux tensions croissantes entre les différents groupes de parties prenantes au sein de la communauté. La première controverse majeure est apparue concernant les ressources financières importantes consacrées aux opérations de sauvetage des animaux de compagnie. Plusieurs membres du conseil municipal ont remis en question l'allocation des fonds d'urgence, suggérant que les ressources auraient pu être mieux orientées vers la reconstruction des infrastructures humaines. Emily Parker a présenté un rapport financier détaillé démontrant que la plupart des fonds de sauvetage des animaux de compagnie provenaient de dons privés et du soutien de la communauté plutôt que de fonds d'urgence municipaux. Le docteur Wilson a essuyé des critiques de certains collègues médicaux pour avoir donné la priorité aux soins vétérinaires d'urgence pendant la crise. Sa décision de convertir sa clinique satellite non endommagée en un centre d'urgence pour animaux avait détourné certaines fournitures médicales des établissements médicaux humains. Il a défendu ses choix avec une documentation montrant que son inventaire privé avait été utilisé, affirmant qu'aucun soin médical humain n'avait été compromis. Sarah Thompson a abordé la décision controversée d'autoriser les équipes de secours à entrer dans des structures potentiellement instables. Plusieurs inspecteurs de sécurité s'étaient formellement opposés à ces opérations, invoquant des risques inutiles pour la vie humaine. Le témoignage de Robert Anderson sur les protocoles de sécurité professionnelle et les procédures d'évaluation des risques a permis de valider l'approche méthodologique de l'équipe de secours. La couverture médiatique des opérations de sauvetage des animaux de compagnie a généré un autre point de discorde. Certains résidents ont fait valoir que la couverture étendue avait éclipsé les reportages sur l'impact humain dans les efforts de reconstruction. L'officier Jenkins a présenté des preuves que l'histoire du sauvetage des animaux de compagnie avait en fait attiré des ressources et un soutien supplémentaire à l'effort global de reconstruction de la communauté. Un débat houleux est né concernant les futurs protocoles d'urgence. Certains responsables ont préconisé des exigences d'évacuation des animaux de compagnie plus strictes, tandis que d'autres ont insisté pour des arrangements plus flexibles permettant aux propriétaires de rester avec leurs animaux. La discussion a révélé de profondes divisions dans les approches de la planification des interventions en cas de catastrophe. La soirée s'est terminée par la mise en place par le chef Reeves d'un groupe de travail chargé d'élaborer de nouvelles directives pour répondre à ces controverses. Le groupe comprendrait des représentants de tous les groupes de parties prenantes, les services d'urgence, les soins vétérinaires, les propriétaires d'animaux et l'administration municipale.
Leur mandat était de créer des protocoles qui équilibrent les besoins concurrents tout en maintenant l'efficacité opérationnelle. Le 13e jour des opérations a révélé toute l'étendue du remarquable leadership de Luna pendant la crise. Grâce à une analyse minutieuse de la documentation de sauvetage et des séquences de surveillance, Robert Anderson a reconstitué un récit complet des actions de son berger allemand qui a transformé la compréhension de la communauté de l'intelligence et du courage animal. Les preuves ont commencé avec la réaction initiale de Luna à l'évacuation. Les séquences de caméras de sécurité de Ocean View Drive ont montré que, plutôt que de chercher une sécurité immédiate, Luna avait systématiquement parcouru le quartier, aboyant devant les maisons où les résidents âgés auraient pu dormir pendant les avertissements d'évacuation. Sa formation en tant que chien de recherche et de sauvetage s'était manifestée par des balayages précis et méthodiques des zones les plus à risque. L'examen du réseau souterrain par le Dr Wilson a révélé comment Luna avait établi des itinéraires dans tout le système de drainage. Ses empreintes de pattes, distinctives en raison d'une ancienne blessure à la patte avant droite, ont tracé des chemins qui évitaient les zones instables et les risques d'inondation. Ces sentiers avaient guidé d'autres animaux vers des endroits sûrs, démontrant une approche stratégique apparente de la survie. Les équipes de secours ont découvert que Luna avait créé une série de marqueurs en utilisant des schémas de griffure qui correspondaient à ses signaux de formation en recherche et sauvetage. Ces marques sont apparues constamment près des points d'eau, des aires de repos stables et des itinéraires d'évacuation potentiels. L'analyse de Robert Anderson a suggéré que Luna avait adapté sa formation professionnelle pour créer un système de navigation. D'autres animaux pouvaient suivre. Des preuves se sont accumulées concernant le rôle de Luna dans l'organisation de la survie du groupe. De multiples animaux secourus avaient été trouvés dans des endroits qui portaient les schémas de marquage distinctifs de Luna. Les examens médicaux du Dr Wilson ont révélé que ces groupes présentaient de meilleurs résultats en matière de santé, ce qui suggère qu'ils avaient bénéficié des conseils de Luna pour trouver des ressources et éviter les dangers. Les entretiens de Sarah Thompson avec les membres de l'équipe de secours ont révélé de nombreux récits du leadership de Luna. Le berger allemand avait apparemment établi une routine de contrôle auprès de différents groupes d'animaux, se concentrant particulièrement sur ceux qui étaient âgés ou blessés. Son comportement a démontré une extension remarquable de sa formation en recherche et sauvetage pour protéger non seulement les humains, mais aussi ses congénères animaux. Les preuves les plus convaincantes provenaient du système de sécurité d'Emily Escafé, qui avait brièvement capturé Luna conduisant un groupe de chiens plus petits vers la sécurité pendant l'avance initiale du feu. Les séquences l'ont montré en train de les guider à travers une épaisse fumée, en maintenant un rythme qui permettait aux plus petits animaux de suivre et en vérifiant à plusieurs reprises pour s'assurer que personne ne restait en arrière. Le chef Reeves a autorisé une mention spéciale pour Luna, reconnaissant comment sa formation et son intelligence avaient contribué à la survie de nombreux animaux. La documentation de ces actions serait intégrée au futur protocole de formation en matière d'intervention en cas de catastrophe, servant de modèle pour comprendre comment les animaux de service formés pourraient aider dans les situations de crise. Robert Anderson a eu du mal à maintenir son sang-froid professionnel alors qu'il présentait l'histoire de Luna à la communauté. Les preuves détaillées de l'héroïsme de sa partenaire ont confirmé ce qu'il avait longtemps su sur son caractère, tout en révélant de nouvelles profondeurs à ses capacités. Les actions de Luna ont démontré que la formation professionnelle pouvait se traduire par du leadership et de la protection. Bien au-delà de son champ d'application prévu, le 14e jour a mis en lumière la remarquable complexité du réseau de survie qui s'était développé sous Pacific Palisades. Grâce à une documentation systématique et à une analyse professionnelle, les équipes de secours ont découvert des preuves d'un système sophistiqué qui avait permis à des dizaines d'animaux de survivre à la catastrophe. L'examen par le Dr Wilson des espaces souterrains a révélé un réseau de zones de survie interconnectées. Les animaux avaient établi des zones distinctes à des fins spécifiques, des dortoirs dans des endroits surélevés et secs, des postes d'alimentation près des points d'eau et des espaces séparés pour la gestion des déchets. Cette organisation a démontré un comportement adaptatif remarquable qui avait contribué à leur survie soutenue. Les équipes de secours ont découvert que le réseau était centré autour de 3 principaux hubs. Le premier hub, situé sous l'Emily Escafé, servait d'abri principal pour les animaux plus petits. Le deuxième hub, positionné près de l'ancien système de drainage, fonctionnait comme un point de rassemblement pour les chiens plus grands. Le troisième hub, situé sous le centre communautaire, semblait servir de zone de récupération médicale où les animaux blessés pouvaient se reposer en toute sécurité. Sarah Thompson a travaillé avec des ingénieurs en structure pour documenter comment les animaux avaient utilisé l'infrastructure existante. Les animaux domestiques avaient trouvé des moyens de naviguer entre les espaces partiellement effondrés, créant des itinéraires alternatifs lorsque les principaux chemins étaient bloqués.
Leur schéma de mouvement a montré des preuves d'un comportement cohérent et organisé plutôt que des tentatives de survie aléatoires. La documentation a révélé une gestion sophistiquée des ressources au sein du réseau. Les zones proches des points d'eau ont montré des signes d'utilisation coordonnée, les animaux plus grands maintenant apparemment des voies d'accès pour les plus petits. Les restes de nourriture indiquaient un partage systématique plutôt qu'un comportement compétitif, suggérant le développement de stratégies de survie coopératives. L'analyse de Robert Anderson du réseau a démontré comment les différentes espèces avaient contribué à sa fonctionnalité. Les chiens plus grands avaient créé et maintenu des passages sûrs, tandis que les animaux plus petits avaient accès aux espaces restreints pour localiser les ressources. Cette coopération avait maximisé le potentiel de survie pour toutes les personnes impliquées. La cartographie détaillée du réseau par Emily Parker a révélé comment les animaux s'étaient adaptés aux conditions changeantes lorsque les points d'eau se déplaçaient ou que les zones devenaient instables. Le réseau montrait des preuves de réorganisation du système. Les animaux de compagnie avaient fait preuve d'une flexibilité remarquable dans l'adaptation de leur stratégie de survie. La découverte de nombreux petits réserves de nourriture dans tout le réseau a suggéré une distribution planifiée des ressources. L'examen du Dr Wilson a montré que ces réserves étaient positionnées stratégiquement, fournissant des fournitures d'urgence dans les zones où les animaux pouvaient être temporairement isolés. Le chef Reeves a ordonné une documentation complète du réseau pour référence future. Les stratégies de survie sophistiquées démontrées par les animaux fourniraient des informations précieuses pour la planification des interventions en cas de catastrophe. Les preuves suggèrent que les animaux de compagnie, lorsqu'ils y sont contraints par les circonstances, peuvent développer des comportements coopératifs complexes qui améliorent la survie du groupe. L'analyse professionnelle de la structure du réseau a révélé comment il avait évolué au fil du temps. Les premiers espaces de survie ont montré des preuves d'organisation de base, tandis que les développements ultérieurs ont démontré des arrangements de plus en plus sophistiqués. Cette progression a suggéré un processus d'apprentissage qui avait amélioré l'efficacité du réseau. Le 15e jour a marqué un profond changement dans la compréhension par la communauté de Pacific Palisades à la fois de ces animaux de compagnie et d'elle-même. Les expériences des 2 dernières semaines avaient catalysé des changements qui modifieraient de façon permanente la façon dont les résidents considéraient leur relation avec les animaux et leur approche de la résilience communautaire. Emily Parker a présidé un forum communautaire où les résidents ont partagé comment la crise avait transformé leurs perspectives. Les découvertes faites au cours des opérations de secours avaient remis en question les hypothèses de longue date sur le comportement et les capacités des animaux de compagnie. Ce qui est apparu, c'est une appréciation plus profonde de la complexité de l'intelligence et du comportement social des animaux. Le Dr Wilson a présenté ses conclusions complètes à un public nombreux au centre communautaire. Sa documentation du comportement organisé des animaux pendant la crise avait des implications bien au-delà de la survie immédiate. Les preuves suggèrent que les animaux de compagnie possèdent des capacités de coopération et de résolution de problèmes qui justifient une reconsidération fondamentale des relations humain-animal. Sarah Thompson a constaté des changements importants dans la façon dont les animaux de compagnie sauvés interagissaient avec leurs propriétaires et entre eux. Les animaux qui avaient survécu ensemble dans le réseau souterrain conservaient de forts liens sociaux, même après leur retour à la maison. L'expérience avait créé des liens durables qui dépassaient les frontières traditionnelles entre différents foyers et espèces. Robert Anderson a collaboré avec les responsables des interventions d'urgence pour élaborer de nouveaux protocoles intégrant les leçons tirées de la crise. L'expérience de la communauté avait démontré la nécessité d'approches plus sophistiquées pour l'évacuation et le sauvetage des animaux de compagnie, mais ces nouvelles procédures reconnaîtraient et tiendraient compte de la capacité des animaux à réagir de manière organisée aux situations d'urgence. Le gouvernement local a réagi à la pression de la communauté en établissant de nouvelles exigences en matière de préparation aux situations d'urgence. Chaque foyer avec des animaux de compagnie recevrait désormais une formation et des ressources spécialisées pour la réaction aux catastrophes. Le programme, élaboré avec la participation du Dr Wilson et d'autres experts, représentait une avancée significative dans la planification municipale des situations d'urgence. Emily S. Place, en cours de reconstruction, a intégré des éléments de conception inspirés de leurs récentes expériences. Le café comprendrait des abris d'urgence dédiés aux animaux et des caractéristiques de sécurité structurelle améliorées. Cette transformation reflétait une tendance plus large au sein de la communauté, les résidents modifiant leur maison pour mieux protéger les membres de la famille, qu'ils soient humains ou animaux. La communauté des sauveteurs professionnels a subi sa propre transformation. Le chef Reeves a autorisé la création d'une unité spécialisée dans les opérations de sauvetage des animaux. Cette équipe intégrerait les connaissances acquises grâce à l'étude du leadership de Luna et de l'organisation des réseaux souterrains, établissant de nouvelles normes pour les interventions d'urgence.
les établissements d'enseignement locaux ont adapté leur programme pour inclure une couverture accrue du comportement animal et des réactions aux catastrophes. Sarah Thompson a collaboré avec les administrateurs scolaires pour élaborer des programmes scolaires appropriés, partageant les leçons tirées de la crise. Ces programmes aideraient les futures générations à mieux comprendre et à se préparer à des défis similaires. La transformation de la communauté s'est étendue aux interactions quotidiennes. Les résidents ont signalé une plus grande conscience des capacités et des besoins de leurs animaux de compagnie. La crise avait favorisé une reconnaissance plus profonde des animaux en tant qu'êtres sociaux complexes, capables d'un comportement sophistiqué et de liens émotionnels. Le 16e jour des opérations a apporté la phase finale des retrouvailles à Pacific Palisades, marquant la conclusion de l'effort de sauvetage formel. La matinée a commencé avec Emily Parker qui a examiné les derniers cas d'animaux de compagnie disparus, ses dossiers méticuleux ayant suivi chaque animal à travers cette épreuve. À précisément 9h15 du matin, l'équipe de sauvetage a effectué sa dernière entrée prévue dans le réseau souterrain. Leur balayage systématique a révélé 3 animaux restants, un vieux Scottish Terrier, un chat Maine Coonais, de manière inattendue, le canari disparu de la famille Martinez, découvert dans une crique protégée où les courants d'air chaud avaient maintenu sa survie. Le docteur Wilson a effectué des examens approfondis de ces derniers sauvetages, documentant leur remarquable résilience. Le Scottish Terrier, bien que visiblement âgé, montrait des signes d'avoir été soigné par d'autres animaux pendant son séjour sous terre. Le Maine Coon a démontré les mêmes schémas de comportement organisés observés chez les chats précédemment sauvés, tandis que la survie du canari représentait un témoignage extraordinaire de l'efficacité du réseau de protection des animaux. Les retrouvailles se sont déroulées avec une dignité tranquille au centre communautaire. La propriétaire du Scottish Terrier, Madame Ellar Bradford, âgée de 85 ans, avait maintenu sa vigilance tout au long de la crise, refusant d'abandonner l'espoir. Leurs retrouvailles, dont ont été témoins les membres de l'équipe de sauvetage et les autres résidents, ont incarné la patience et la persévérance qui avaient caractérisé l'ensemble de l'opération. Le retour du Maine Coon à la famille Henderson a illustré l'impact durable de la crise. Le chat, autrefois une créature solitaire, manifestait désormais des comportements sociaux appris pendant son séjour sous terre, recherchant l'interaction avec les humains et les autres animaux. Le docteur Wilson a noté ces changements de comportement comme une preuve supplémentaire de la nature transformatrice des expériences de survie partagées. Les retrouvailles de la famille Martinez avec leurs canaris ont offert une conclusion poignante aux opérations de sauvetage. La survie du petit oiseau contre toute attente a offert un dernier rappel de l'extraordinaire résilience dont ils avaient fait preuve tout au long de la crise. Le chef Reeves a officiellement conclu les opérations de sauvetage actives à 16h30, marquant la transition vers la phase de redressement de la communauté. Le 17e jour s'est concentré sur la guérison collective, Pacific Palisades entamant sa transition vers le redressement. Emily Parker a organisé un rassemblement communautaire à la première église presbytérienne, où les résidents ont partagé leurs expériences et célébré les liens extraordinaires qui avaient émergé de la crise. Sarah Thompson a animé une séance matinale portant sur l'impact psychologique de la catastrophe. Des professionnels de la santé mentale ont donné des conseils sur le traitement des traumatismes, tandis que les retrouvailles réussies ont offert de l'espoir à ceux qui pleuraient encore des pertes. La séance a reconnu à la fois la joie des retrouvailles et la douleur persistante des pertes, créant un espace pour l'ensemble des réactions émotionnelles. Le docteur Wilson a présenté son rapport médical final documentant les adaptations physiques et comportementales observées chez les animaux sauvés. Ces conclusions mettent l'accent sur la remarquable résilience dont ont fait preuve les animaux de compagnie pendant la crise, tout en notant les besoins de soins continus pour les animaux qui se remettent encore de leur épreuve. La communauté vétérinaire s'est engagée à soutenir les familles touchées. Robert Anderson et le chef Reeves ont mené un examen complet des résultats de l'opération de sauvetage. Leur analyse a permis de dégager des leçons cruciales pour la planification future des interventions d'urgence, en soulignant à la fois les réussites et les domaines à améliorer. La présentation a mis l'accent sur la façon dont la coopération communautaire avait renforcé les efforts de sauvetage professionnel. Emily S. Place, bien qu'encore en reconstruction, a accueilli un rassemblement l'après-midi où les résidents et leurs animaux de compagnie ont pu se retrouver dans un cadre détendu. L'événement a démontré la nouvelle normalité émergente, les animaux de compagnie autrefois indépendants affichant désormais de solides liens sociaux développés pendant leur expérience de survie partagée. Ces changements de comportement reflétaient des transformations plus profondes au sein de la communauté elle-même. Les responsables du gouvernement local ont participé au processus de guérison en annonçant des initiatives conçues pour soutenir le redressement à long terme. Il s'agissait notamment de ressources pour les soins continus des animaux de compagnie,
d'amélioration des systèmes d'intervention d'urgence et de programmes visant à maintenir les solides liens communautaires forgés pendant la crise. La journée s'est conclue par une cérémonie aux chandelles dans le jardin de Sarah Thompson, où sa rose résiliente a continué de fleurir. Le rassemblement a honoré à la fois les succès et les pertes des semaines précédentes, marquant l'engagement de la communauté à aller de l'avant tout en préservant les leçons tirées de leur expérience partagée. Le 18e jour a marqué le début de la transformation à long terme de Pacific Palisades, établissant les fondations d'un changement durable dans la pratique communautaire et les protocoles d'intervention en cas de catastrophe. La matinée a commencé avec le chef Reeves présentant le rapport après action officiel documentant les leçons complètes tirées de leur expérience sans précédent. Emily Parker a formalisé les connaissances collectives de la communauté dans un manuel détaillé d'intervention en cas de catastrophe. Ce document incorporait les connaissances tirées de l'opération de sauvetage, établissant de nouveaux protocoles pour l'évacuation et l'hébergement d'urgence des animaux de compagnie. Le manuel servirait de modèle pour d'autres communautés, représentant une avancée significative dans la planification de la préparation aux catastrophes. Le Dr Wilson a lancé une étude à long terme sur les animaux sauvés, en se concentrant sur les changements de comportement durables observés après leur expérience de survie sous terre. Ces recherches contribueraient à la compréhension par la communauté vétérinaire de l'adaptation des animaux de compagnie en situation de crise. Les conclusions promettaient d'influencer les futures approches en matière de soins aux animaux et d'intervention d'urgence. Sarah Thompson a collaboré avec les responsables de l'éducation locaux pour développer des programmes permanents traitant de la préparation aux catastrophes. Ces initiatives permettraient de garantir que les futures générations bénéficieraient de la sagesse durement acquise par la communauté. Le programme scolaire a mis l'accent à la fois sur la préparation pratique et sur l'importance de maintenir de solides liens communautaires. Robert Anderson a mis en place un programme de formation spécialisé pour les intervenants d'urgence, intégrant les leçons apprises sur le comportement animal pendant les catastrophes. Ce programme renforcerait les capacités des équipes de sauvetage dans toute la région, améliorant leur efficacité lors de futures situations de crise. La formation a mis l'accent sur les comportements sociaux sophistiqués observés lors de l'incident de Pacific Palisades. Le gouvernement local a mis en œuvre des modifications permanentes à la réglementation en matière de planification d'urgence. Les nouveaux codes du bâtiment exigeaient désormais la prise en compte des caractéristiques de sécurité des animaux de compagnie, tandis que les plans d'intervention d'urgence imposaient des dispositions spécifiques pour l'évacuation et l'hébergement des animaux. Ces changements reflétaient la compréhension accrue de la communauté en matière de préparation globale aux catastrophes. Emily S. Place, qui approchait sa réouverture, symbolisait le renouveau de la communauté. Le café reconstruit intégrait des caractéristiques d'urgence dédiées tout en conservant son rôle d'espace de rassemblement communautaire. La conception a démontré comment des améliorations pratiques de la sécurité pouvaient coexister avec l'atmosphère chaleureuse et accueillante qui avait fait de l'établissement un pilier du quartier. Au coucher du soleil en ce jour crucial, les résidents se sont réunis pour une dernière commémoration au centre communautaire. Ils ont dédié un mémorial permanent incorporant les portraits de Margaret Wells de tous les animaux de compagnie touchés, qu'ils soient perdus ou sauvés. L'installation rappellerait aux générations futures la résilience, l'unité et les liens profonds de leur communauté avec leurs compagnons animaux. L'expérience de Pacific Palisades avait fondamentalement modifié la compréhension du comportement des animaux de compagnie en cas de catastrophe, tout en renforçant les liens entre les humains et les animaux. L'héritage de leur épreuve continuerait d'influencer les pratiques d'intervention d'urgence, la planification communautaire et les relations entre les humains et les animaux pendant des années. Au cœur de Pacific Palisades, nous avons assisté à un témoignage profond des liens incassables entre les humains et leurs animaux de compagnie bien-aimés. Pour ceux d'entre nous qui sont dans la fleur de l'âge, nos compagnons animaux sont plus que des animaux de compagnie. Ce sont des membres de la famille qui donnent un but à nos vies quotidiennes, offrant un amour inconditionnel et une compagnie indéfectible dans nos années de retraite. L'histoire de Sarah Thompson, une veuve de 62 ans dont le Golden Retriever, Max, est devenu une raison de se réveiller chaque matin, résonne profondément chez beaucoup d'entre nous. Lorsque la catastrophe a frappé, ce n'étaient pas seulement les foyers qui étaient menacés. C'étaient les relations mêmes qui nous soutiennent pendant nos années de retraite. Pourtant, grâce à cette crise, notre communauté a découvert que la sagesse de l'âge, combinée au dévouement de nos cœurs, pouvait surmonter les défis les plus redoutables. Ce qui est ressorti de cette épreuve était plus qu'une simple opération de sauvetage. Ce fut une révélation de la profondeur extraordinaire des liens entre les personnes âgées et leurs compagnons animaux. Cela nous a rappelé que même dans nos dernières années, nous possédons la force, la résilience et la capacité de leadership qui peuvent inspirer des communautés entières.
Notre survie souterraine des animaux de compagnie a reflété notre propre résilience, adaptable, ingénieuse et renforcée par l'unité. J'espère que vous avez apprécié l'histoire d'aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Laissez un like et commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire. À bientôt dans la prochaine vidéo.